À Thanksgiving, mes parents ont dit, ton frère a juste besoin de ta signature pour un prêt de 250 000 $. Mon frère a appelé la maison de nos parents, son filet de sécurité. Ce qu'il n'avait jamais dit à personne, c'est qu'il avait déjà coupé les cordes. Je l'ai découvert le même après-midi où ma mère s'est assise en face de moi à la table de Thanksgiving et m'a dit que j'allais co-signer un prêt commercial pour lui. Elle l'a dit comme si elle me demandait de lui passer la sauce. Elle n'avait aucune idée que je tenais un dossier dans mon sac qui allait mettre fin à tout ce qu'elle pensait savoir sur son garçon en or. Mais je vais trop vite. C'est ainsi que cette histoire se termine. Laissez-moi vous raconter comment elle a commencé. J'ai 32 ans. Je suis analyste financier principal dans un cabinet comptable à Columbus, dans l'Ohio. J'ai passé les 9 dernières années à construire quelque chose à partir d'absolument rien, et je le pense littéralement. J'ai obtenu mon diplôme avec une dette d'études, une Honda Civic cabossée avec un pare-brise fissuré, et un diplôme en comptabilité que mon père a qualifié de choix ennuyeux pour une personne ennuyeuse. Ce commentaire m'était adressé pendant que mon frère, qui venait d'abandonner sa deuxième université en 3 ans, recevait un chèque de 6 000 $ pour se trouver lui-même lors d'un voyage en voiture vers la côte Pacifique. Le nom de mon frère est Derek. Il a 29 ans, et il n'a jamais gardé un emploi plus de 8 mois dans sa vie. Non pas parce que les emplois étaient mauvais, mais parce que Derek ne croit pas que les règles s'appliquent à lui. Il a eu des phases. Il y a eu la phase du camion-restaurant, la phase de la vente en gros de biens immobiliers, la phase de la vente en livraison directe, et ma préférée, la période de 6 semaines où il était absolument certain qu'il allait devenir joueur de poker professionnel. Chaque phase s'est terminée de la même manière. Mal. Bruyamment. Avec quelqu'un d'autre pour nettoyer les dégâts. Ce quelqu'un, c'était généralement moi. Je vous dis cela non pas pour paraître amer, bien que j'admette avoir gagné le droit à un peu d'amertume. Je vous dis cela pour que vous compreniez l'image complète de ce qui se passait à cette table de Thanksgiving. Parce que le contexte est important. Et parce que ce que mes parents allaient me demander n'était pas une attaque surprise. C'était la dernière d'une très longue série d'embuscades dans lesquelles je tombais depuis le début de ma vie d'adulte. Chacune un peu plus grande, un peu plus coûteuse, et un peu plus effrontée que la précédente. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Westerville ce jeudi matin en sachant que quelque chose se préparait. Ma mère m'avait appelé 2 fois au cours des 2 semaines précédant la fête, et les 2 fois, la conversation avait tourné autour de Derek sans atterrir sur rien de précis. Elle a mentionné qu'il avait une nouvelle opportunité formidable. Elle a mentionné que l'économie était impossible pour les jeunes. Elle a mentionné, à 2 reprises, que j'avais si bien réussi pour moi-même. Cette phrase, quand elle vient de ma mère, n'est jamais un compliment. C'est une mission de reconnaissance. C'est sa façon de mesurer combien je possède avant de décider combien me prendre. Je veux être honnête sur une chose, parce que je sais que les gens demandent toujours cela. Pourquoi ai-je continué à y aller? Pourquoi ai-je continué à me présenter à ces dîners, à ces fêtes, à ces rassemblements calculés d'où je repartais en me sentant vidé? La réponse est embarrassante de simplicité. J'ai continué à y aller parce que je pensais, à chaque fois, que cette fois-ci pourrait être différente. Que peut-être mon père me poserait des questions sur mon travail avec un intérêt sincère. Que peut-être ma mère me serrerait dans ses bras en premier au lieu de passer au-dessus de moi pour redresser le col de Derek. Que peut-être une certaine version de la famille que je désirais apparaîtrait à cette table. Cela ne s'est jamais produit. Mais j'ai continué à dresser le couvert pour elle. Je suis arrivé à 11 heures. La maison sentait la dinde rôtie et la bougie à la vanille de ma mère, celle qu'elle n'allumait que pour les fêtes. Le camion de Derek était déjà dans l'allée, fraîchement lavé et nettoyé en profondeur, ce qui était remarquable car Derek m'avait dit 2 mois plus tôt qu'il avait des problèmes financiers et ne pouvait pas se rendre à mon événement professionnel parce qu'il n'avait pas les moyens de payer l'essence. Ma mère m'a accueilli à la porte. Elle m'a serré dans ses bras, et j'ai remarqué qu'elle m'avait tenu une demi-seconde de plus que d'habitude, un signe d'avertissement que j'ai catalogué et classé. Derek était sur le canapé en train de regarder le football. Il a levé les yeux quand je suis entré, m'a fait le demi-salut paresseux qu'il réservait aux personnes qu'il considérait en dessous de son attention, et a reporté son regard sur l'écran. Il portait une nouvelle veste, doublée de polaire, valant facilement 150 $. Mon père était dans la cuisine en train de faire semblant d'aider, ce qui signifiait qu'il se tenait près du comptoir en tenant une spatule et en commentant la cuisine de ma mère. Nous nous sommes assis à 1 heure. Ma mère avait tout préparé à partir de zéro,
ce qu'elle faisait toujours à Thanksgiving, et dont Derek s'attribuait toujours le mérite quand quelqu'un complimentait le repas. Nous étions à la moitié du plat principal quand ma mère a posé sa fourchette, a croisé ses mains sur la table, et m'a regardé avec l'expression spécifique que j'en étais venu à considérer comme le visage de la demande. Des yeux doux, la tête légèrement inclinée, la démonstration de la rationalité. Elle a dit que Derek travaillait sur quelque chose d'incroyable, un restaurant. Un vrai cette fois, pas un camion-restaurant. Un établissement physique dans le quartier de Short North à Columbus. Elle a dit qu'il avait un emplacement, un concept, un menu. Elle a dit que tout ce dont il avait besoin était un financement. J'ai demandé quel type de financement. Mon père s'est raclé la gorge. Il a dit que les banques avaient été difficiles. Il a dit que Derek était allé voir 3 prêteurs et avait été refusé à cause de ses antécédents de crédit. Il a dit que ce n'était pas la faute de Derek si son crédit était endommagé. Il a évoqué l'économie, la pandémie, la malchance, une série de choses que personne n'aurait pu prédire. Il a dit ces choses sans établir de contact visuel avec moi, ce qui m'a indiqué qu'il savait déjà à quel point l'argument était mince. Ma mère a tendu le bras à travers la table et a posé sa main sur la mienne. Elle a dit qu'ils avaient besoin de moi pour co-signer un prêt commercial pour Derek. 250 000 $. Je suis resté avec ce chiffre pendant un moment. Je l'ai retourné dans ma tête. $250 000. Mon nom sur un prêt. Ma cote de crédit. Ma réputation financière. Ma position professionnelle. Tout cela mis en balance avec les antécédents de Derek qui abandonnait tout ce qu'il avait jamais commencé. J'ai demandé quand ils avaient décidé cela. Mon père a dit qu'il n'avait rien décidé. Il demandait. Il a prononcé le mot demander de la façon dont les gens le disent quand ils veulent dire exiger. Ma mère a dit que c'était une formalité. Elle a dit que Derek avait un plan d'affaires, des investisseurs prêts, un bail déjà signé. Elle a dit que mon nom sur les documents servait juste à satisfaire les exigences de la banque, une question technique. Elle a dit que je ne serais responsable de rien parce que Derek s'occuperait de tous les paiements. J'ai regardé Derek. Il coupait sa dinde avec l'attention concentrée de quelqu'un qui a répété pour avoir l'air détendu. Il avait définitivement préparé cette conversation. La réplique sur les investisseurs prêts était trop polie pour être la formulation de ma mère. J'ai posé des questions sur les investisseurs. Derek a levé les yeux. Il a dit qu'ils allaient se concrétiser. Il a dit que le délai était court. Il a dit qu'il avait juste besoin que le prêt soit garanti en premier pour pouvoir leur montrer l'actif. J'ai dit que ce n'était pas comme ça que les investisseurs fonctionnaient. Il a dit que je ne comprenais pas l'industrie de la restauration. J'ai dit que j'étais analyste financier et que je comprenais les instruments de prêt et la responsabilité personnelle mieux que la plupart des gens assis à la plupart des tables de Thanksgiving dans l'Ohio. Ma mère a dit que j'étais négatif. Mon père a dit que j'avais toujours été comme ça, prudent au point d'en être cruel. Il a dit que ma belle-sœur, l'ancienne petite amie de Derek qu'il avait quitté 14 mois plus tôt avec de bonnes raisons, avait dit la même chose, que je faisais en sorte que les gens se sentent petits avec ma soi-disant praticité. J'ai remarqué qu'ils citaient l'ancienne petite amie de Derek, une femme qu'ils avaient ouvertement détestée pendant qu'elle était dans la vie de Derek, maintenant apparemment utile comme témoin de moralité contre moi. J'ai posé ma fourchette. Je leur ai dit que je n'allais pas co-signer le prêt. Les yeux de ma mère se sont immédiatement remplis de larmes. La mâchoire de Derek s'est contractée. Le visage de mon père a pris la teinte particulière de rouge qu'il prenait lorsqu'il sentait que son autorité avait été remise en question. Mon père a dit que j'étais égoïste. Il a dit que je gagnais un bon salaire. Il a dit que j'avais un appartement que j'avais acheté il y a 2 ans et qui avait déjà pris beaucoup de valeur. Il a dit que j'avais des ressources que Derek n'avait pas parce que j'avais eu de la chance, pas parce que j'avais travaillé plus dur. Il a dit que la chance n'était pas une vertu et que je n'avais pas le droit de l'accumuler. Ma mère a dit que Derek était son enfant. Elle a dit que nous étions tous les deux ses enfants. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais regarder mon frère lutter pendant que j'étais confortablement installé. Elle a dit que si la situation était inversée, Derek m'aiderait sans hésitation. J'ai presque ri à cela. Presque. Derek me regardait maintenant. Il y avait quelque chose dans son expression à quoi je ne m'attendais pas. Pas un sentiment d'avoir tous les droits, auxquels je m'étais préparé. Quelque chose de plus vif. Du calcul.
Il me regardait de la façon dont on regarde une porte dont on n'est pas certain qu'elle s'ouvrira. Ma mère a dit juste pour cette fois. Elle a dit que c'était différent des autres fois. Elle a dit que c'était la vraie chance de Derek. J'avais déjà entendu cela auparavant. Le camion-restaurant était la vraie chance de Derek. Le cours d'immobilier pour lequel il avait payé 4000 $ était la vraie chance de Derek. J'avais donné de l'argent pour 2 de ces chances. De petites sommes, présentées comme des prêts, jamais remboursés, jamais mentionnés à nouveau. Je leur ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Le visage de ma mère s'est détendu. Elle pensait que c'était un oui déguisé. Les épaules de Derek sont légèrement retombées. Mon père a rempli son verre. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'y réfléchissais déjà depuis 6 semaines. Je n'avais pas réfléchi à l'opportunité de signer. J'avais réfléchi à la raison pour laquelle la demande était faite en premier lieu. Parce que 250 000 $ n'était pas juste une formalité. Aucun prêteur ne structure un prêt de cette façon. Si Derek avait des investisseurs prêts et un bail signé, il aurait été finançable selon ses propres termes. Le fait qu'il ait besoin d'un co-signataire avec mon profil de crédit signifiait que l'affaire semblait pire que ce qu'il présentait. J'avais passé 3 soirées en octobre à extraire tous les dossiers publics que je pouvais trouver liés au nom de Derek et à l'entité commerciale qu'il avait enregistrée en septembre. Ce que j'ai trouvé m'avait gardé éveillé pendant la majeure partie d'un mercredi soir. Je me suis excusé après le dessert. Mes parents ont pris cela comme une confirmation. Ma mère m'a serré dans ses bras dans la cuisine et a chuchoté que je faisais la bonne chose. Mon père m'a serré la main, ce qu'il n'avait pas fait depuis la remise de mon diplôme universitaire. Derek a souri et a dit qu'il savait que je serais à la hauteur. Je suis rentré chez moi avec le dossier toujours dans mon sac et je me suis assis à la table de ma cuisine pendant un long moment à regarder ce que j'avais imprimé. Laissez-moi vous expliquer ce que j'ai trouvé. Derek avait enregistré une société à responsabilité limitée en septembre, comme je l'ai mentionné. Ce qu'il n'avait pas mentionné à mes parents, c'était que c'était sa 3e société en 4 ans. Les 2 premières avaient été dissoutes à la suite de petites créances, des jugements totalisant un peu plus de 40 000 $ combinés, des fournisseurs non payés, un employé qui n'avait jamais reçu son dernier salaire, un propriétaire qui n'avait jamais reçu ses 2 derniers mois de loyer. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était le 2e document. Une interrogation approfondie de crédit sur un rapport de solvabilité est une question de dossier public dans certains dépôts de litige. Il y a 3 mois, quelqu'un avait tenté d'ouvrir une ligne de crédit en utilisant un numéro de sécurité sociale que j'ai reconnu parce que je l'avais vu sur un formulaire fiscal il y a des années quand j'avais brièvement aidé mes parents à remplir une déclaration de revenus modifiée. C'était le numéro de sécurité sociale de ma mère. La demande avait été refusée, mais la tentative était documentée, et l'adresse indiquée sur la demande n'était pas la maison de mes parents. C'était l'adresse de l'appartement le plus récent de Derek. Je suis resté avec cela pendant un long moment, aussi. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était du chagrin. Le chagrin particulier de voir une chose que vous soupçonniez être confirmée. J'avais protégé mes parents dans mon esprit pendant des années de la pleine réalité de qui était Derek. Je m'étais dit qu'ils étaient naïfs, pas complices. Je m'étais dit qu'ils l'aimaient aveuglément parce qu'ils l'aimaient. Ce que je regardais suggérait que leur point aveugle avait un coût qu'ils ne savaient pas qu'ils payaient. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé une de mes amies qui travaille dans la conformité bancaire. J'ai expliqué ce que j'avais trouvé. Elle m'a dit ce que cela signifiait et quelles étaient mes options. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Quand j'ai raccroché, j'avais un plan. La fête de fiançailles de ma cousine était dans 3 semaines, le week-end après Thanksgiving. Ma tante avait loué une salle privée dans un restaurant du centre-ville. Toute la famille serait là. Les 2 ensembles de parents, les grands-parents, le genre de rassemblement où les nouvelles voyagent à la vitesse de l'embarras. Je n'avais pas prévu de dire quoi que ce soit là-bas. Je veux être clair à ce sujet. Ce qui m'a fait changer d'avis a été un appel téléphonique de ma mère le lundi après Thanksgiving. Elle m'a appelé pour me dire que les documents de prêt étaient prêts à être signés, et que Derek en avait besoin pour vendredi. Elle a dit que cela ne prendrait qu'1 heure. Elle a dit qu'elle avait déjà dit à la famille à Thanksgiving que j'aidais Derek à se lancer. Elle a dit que les gens étaient fiers de moi. Elle l'avait déjà dit aux gens sans mon accord. Elle avait passé le week-end de Thanksgiving à construire une architecture sociale autour d'une décision que je n'avais pas prise,
créant une situation où mon refus serait interprété comme une trahison de quelque chose déjà annoncé. Ce n'était pas accidentel. Ma mère n'est pas une femme accidentelle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je serais à la fête de ma cousine. Je suis arrivé avec 20 minutes de retard, ce que j'avais chronométré soigneusement. La salle était pleine. Ma tante avait fait les choses magnifiquement. Des fleurs sur chaque table, des guirlandes lumineuses le long des murs, un bar installé près de la fenêtre. Ma cousine rayonnait de la façon dont les gens rayonnent quand quelque chose de bien leur arrive enfin. J'ai fait ma tournée. J'ai serré ma cousine et son fiancé dans mes bras. J'ai parlé à mes grands-parents. J'ai accepté un verre de cidre pétillant d'un serveur et je me suis tenu près du bord de la pièce à regarder la porte. Mes parents sont arrivés avec Derek 7 minutes plus tard. Derek avait une femme avec lui que je ne reconnaissais pas. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit. Il avait l'air détendu, à l'aise, l'image d'un homme dont les problèmes étaient déjà résolus. Ma mère portait sa robe verte, celle qu'elle portait quand elle voulait se sentir importante. Mon père lui tenait le coude comme il le faisait toujours lors des événements familiaux, possessif et fier. Ma mère m'a vu et a souri largement. Elle a traversé la pièce, a pris mon bras et a dit qu'elle était si heureuse que je sois là et que Derek avait des nouvelles à partager avec la famille ce soir. Le savais-je? Elle a dit cela avec la performance de quelqu'un qui avait scénarisé la soirée. J'ai dit que j'avais des nouvelles, moi aussi. Quelque chose dans ma voix s'est fait remarquer. Son sourire est resté, mais ses yeux ont changé. J'ai dit que j'avais fait des recherches. Elle a dit que ce n'était ni le moment ni l'endroit pour mes inquiétudes, une phrase qu'elle utilisait quand elle voulait clore préventivement une conversation. J'ai dit qu'elle avait raison. J'ai dit que je devrais probablement juste parler directement à Derek et le laisser l'expliquer à tout le monde lui-même. J'ai traversé la pièce jusqu'à l'endroit où Derek se tenait avec mon père et la femme qui l'avait amené. J'ai dit bonjour. Derek a présenté la femme comme une amie. Mon père avait l'air satisfait que je sois venu les voir en premier. Il m'a tapé sur l'épaule et a dit qu'il était content que nous allions régler cela. J'ai demandé à Derek, d'une voix complètement calme, quelle adresse il avait utilisée quand il avait demandé une ligne de crédit au nom de ma mère en août. La pièce n'est pas devenue silencieuse. La fête a continué autour de nous, mais à l'intérieur de notre petit cercle, tout s'est arrêté. Le visage de Derek a fait quelque chose de compliqué. Son premier instinct a été de regarder mon père. Son deuxième instinct a été de sourire comme si j'avais fait une blague. Son troisième instinct a été de faire un demi-pas en arrière, ce qui était le plus honnête. Il a dit qu'il ne savait pas de quoi je parlais. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti le dossier. J'ai dit à mon père qu'il y a 3 mois, quelqu'un avait tenté d'ouvrir une ligne de crédit de 12 000 $ chez un fournisseur de meubles en utilisant le numéro de sécurité sociale de ma mère et l'appartement de Derek comme adresse de facturation. J'ai dit que la demande avait été refusée parce que le crédit de ma mère avait déjà été affecté par 2 autres demandes au cours des 18 derniers mois qu'elle n'avait pas autorisées. Mon père a regardé le papier. Il plissait les yeux comme il le faisait quand il lisait quelque chose qu'il ne voulait pas comprendre. Ma mère était apparue au coude de mon père. Elle a regardé le papier puis Derek. Elle a prononcé son nom comme une question. Derek a dit que j'inventais des choses. Il a dit que j'étais jaloux de lui. J'avais toujours été jaloux de lui, et c'était le genre de choses que je faisais quand je me sentais menacé. Il a parlé fort parce qu'il voulait que le volume soit l'argument. J'ai dit qu'il y avait eu 3 demandes de crédit en son nom. J'ai dit que la plus récente désignait son entité commerciale comme la société de référence. J'ai dit que j'avais parlé avec un responsable de la conformité bancaire de ce que ces documents représentaient et de quel était le terme juridique pour le fait d'utiliser les informations d'identification d'une autre personne pour demander un crédit sans son consentement. Ma mère a dit doucement qu'elle n'avait jamais donné la permission à Derek de faire cela. Derek a dit que c'était un malentendu. Il a dit qu'il avait eu l'intention de lui demander. Il a dit que la chronologie était compliquée et qu'il allait tout expliquer une fois que le restaurant serait financé. Il a dit que je montais cela en épingle pour le faire paraître mauvais devant la famille, ce qui était exactement le genre de choses que je faisais toujours, ce qui était la raison pour laquelle personne dans cette famille n'aimait vraiment être près de moi. Mon père tenait toujours le papier. Son visage avait pris le rouge que je reconnaissais, mais c'était un rouge différent maintenant, non pas le rouge de l'autorité remise en question, mais le rouge d'un homme qui réalise qu'il a déplacé des meubles dans une maison qui appartenait à quelqu'un d'autre. Il a demandé à Derek si c'était vrai.
Derek a dit que le plan d'affaires était solide. Il a dit qu'une fois le prêt accordé, tout serait résolu. Il a dit qu'il avait besoin de ma cosignature pour finaliser le financement, et qu'une fois le restaurant ouvert, il s'occuperait de tout, et que tout cela ressemblerait à une réaction excessive. Mon père a posé la question à nouveau. Juste, est-ce vrai? Derek a dit qu'il avait fait ce qu'il avait à faire parce que personne dans cette famille ne l'avait jamais réellement soutenu. Il a dit qu'il m'avait regardé être félicité toute ma vie pour avoir joué la sécurité pendant qu'il prenait des risques et n'obtenait rien. Il a dit que si je l'avais juste aidé depuis le début, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. Il a dit que je lui avais forcé la main. Ma mère a émis un son que je n'avais jamais entendu d'elle auparavant. Ce n'était pas des pleurs. C'était quelque chose de plus silencieux et de plus définitif que des pleurs. Elle a dit qu'elle lui avait fait confiance pour un formulaire l'année dernière. Il lui avait dit que c'était pour une mise à jour d'assurance. La mise à jour d'assurance. Derek lui avait fait signer ce qu'elle pensait être des documents pour un changement de bénéficiaire et l'avait utilisé pour obtenir ses informations d'identification pour une demande de crédit. Mon contact à la conformité bancaire m'avait dit que c'était le scénario le plus probable lorsque j'avais décrit la chronologie. J'avais espéré qu'elle se trompait. Mon père a posé le papier sur la table la plus proche. Il a regardé Derek pendant un long moment. Il n'a rien dit. Ce silence a été la chose la plus forte que j'ai jamais entendue de la part de mon père dans ma vie. Il n'avait jamais, ne serait-ce qu'une fois dans la vie de Derek, été complètement silencieux face à quelque chose que Derek avait fait. Il avait toujours trouvé l'angle, la circonstance atténuante, la façon dont l'histoire pouvait être inclinée pour que la faute retombe ailleurs que sur son fils. Il n'avait aucun angle pour cela. La femme que Derek avait amenée était très immobile. Elle regardait Derek avec une expression qui suggérait que ce n'était pas la soirée qu'elle avait prévue. Derek a dit qu'il avait besoin que tout le monde se calme. J'ai dit que j'avais déjà déposé un rapport de fraude auprès de la banque. J'ai dit que ma mère avait le droit de contester les demandes non autorisées et de les faire retirer de ses antécédents de crédit. J'ai dit que j'avais les coordonnées pour la procédure, et que je les partagerais directement avec elle. J'ai dit que je n'allais rien cosigner. J'ai dit que je n'avais jamais eu l'intention de cosigner quoi que ce soit, et que j'étais désolé qu'il ait fallu ce cadre pour le dire si clairement parce que j'avais passé des années à essayer d'annoncer des vérités difficiles en privé où elles pouvaient être minimisées. Et que j'en avais fini avec le privé. Derek m'a insulté. C'était le genre d'insulte qui, dans une pièce pleine de membres de la famille, résonne comme une porte qui claque. Ma tante est apparue à mon coude. Elle m'a pris le bras très doucement et m'a dirigé à quelques pas de là vers le bar. Elle m'a versé un verre d'eau et m'a dit de respirer. Elle a dit qu'elle avait vu cela venir depuis des années. Elle a dit qu'elle était désolée que cela soit tombé sur moi. J'ai bu l'eau. À l'autre bout de la pièce, mon père parlait à Derek de la voix contrôlée et calme qu'il utilisait quand il avait dépassé le stade des cris. Derek lui répondait avec ses mains, gesticulant, se défendant. Ma mère était assise seule à une table avec son sac à main sur les genoux et ses mains croisées dessus, regardant dans le vide. Je suis resté encore 30 minutes, assez longtemps pour serrer ma cousine à nouveau dans mes bras et m'assurer qu'elle savait que la perturbation n'était pas de sa faute et que sa fête était toujours magnifique. Elle m'a serré la main et a dit qu'elle avait toujours pensé que Derek était un problème. J'ai apprécié son honnêteté. Je suis rentré chez moi sans revoir mes parents cette nuit-là. Les semaines qui ont suivi n'ont pas été simples. Je veux dire cela parce que je pense que les gens s'attendent à ce que ce genre d'histoire se conclue par une résolution émotionnelle nette, les nuages s'écartant, le méchant emporté, la personne juste se tenant dans une lumière dorée. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Derek n'a pas obtenu le prêt sans ma cosignature et avec l'enquête pour fraude désormais documentée, aucun prêteur ne toucherait à la demande. L'affaire du restaurant s'est effondrée. Le bail qu'il avait prétendument déjà signé s'est avéré être une lettre d'intention, pas un accord contraignant, une distinction qui est devenue pertinente lorsqu'il a essayé de réclamer des dommages et intérêts. Ma mère a entamé la procédure de contestation des demandes de crédit non autorisées. Cela a pris 4 mois. Je l'ai aidé avec les formalités administratives. Nous nous sommes plus parlé au téléphone pendant ces 4 mois que nous ne l'avions fait au cours des 2 années précédentes, mais seulement de choses pratiques, de documents, de délais, de qui appeler à quelle institution. Nous ne parlions pas de Derek, sauf en cas de nécessité. Nous n'avons pas parlé de Thanksgiving.
Il y avait une version d'une relation qui se formait entre nous et qui était honnête d'une manière que notre relation précédente n'avait jamais été, mais c'était lent et prudent et je ne savais pas encore ce que cela deviendrait. Mon père m'a appelé une fois en janvier. Il a dit qu'il me devait quelque chose. Il n'a pas prononcé le mot excuse. Il a dit qu'il avait laissé les choses durer trop longtemps et qu'il aurait dû faire plus attention. Pour mon père, c'était significatif. Je l'ai remercié et je le pensais vraiment. Derek a quitté Columbus en février. J'ai appris par ma tante qu'il avait déménagé en Arizona, où un ami lui avait offert un plancher pour dormir pendant qu'il trouvait des solutions. Ma mère m'a dit, avec une platitude dans la voix qui était nouvelle et triste, qu'elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis son départ. Elle avait envoyé un message texte pour son anniversaire en mars. Il n'avait pas répondu. J'y pense parfois. Le coût d'une vie de protection. Mes parents ont passé 29 ans à construire un échafaudage autour de Derek pour qu'il n'ait jamais à supporter pleinement le poids de ses propres choix. Et ce qu'ils ont construit, au final, c'est une personne qui ne savait pas comment les aimer en retour, une personne qui considérait leur confiance comme un actif à liquider. Je ne suis pas sans compassion pour la façon dont ils en sont arrivés là. Je comprends la terreur particulière de regarder un enfant lutter. Je comprends l'impulsion d'absorber les dommages pour qu'il n'ait pas à le faire. Je le comprends et je sais aussi que je ne peux pas utiliser cette compréhension comme une raison pour continuer à me tenir à l'intérieur du rayon de l'explosion. J'ai commencé à voir un thérapeute en décembre. Son bureau est à 12 minutes de mon appartement, au 2e étage d'un bâtiment avec une très bonne lumière naturelle. Nous avons longuement parlé de la différence entre la loyauté et la coercition, de la façon dont le sentiment d'être nécessaire peut se faire passer pour de l'amour jusqu'à ce que vous le regardiez de près. De ce que cela signifie d'arrêter de jouer un rôle qui vous a été attribué avant que vous ne soyez assez vieux pour passer une audition. Elle m'a dit quelque chose lors de notre 4e séance avec lequel je vis depuis. Elle a dit que le but de la guérison n'est pas d'arrêter de ressentir la perte. Le but est d'arrêter de laisser la perte prendre vos décisions à votre place. J'y pense les matins où je me réveille et que je vérifie mon téléphone et qu'il n'y a aucun message n'exigeant quoi que ce soit de moi. Il n'y a que mon appartement, mon café, le travail que j'ai choisi, la vie que j'ai construite à partir des matériaux qui étaient réellement les miens. Le mois dernier, j'ai obtenu une promotion, d'analyste financier principal à directeur de la planification et de l'analyse financière. Cela s'accompagne d'une équipe de 6 personnes, d'une augmentation de salaire significative et d'un travail que je trouve véritablement intéressant. J'ai envoyé un bref courrier électronique à mes parents pour le leur dire. Ma mère a répondu dans l'heure. Elle a dit qu'elle était fière de moi. Elle l'a dit simplement, sans une demande de suivi, sans un pivot vers quelque chose dont elle avait besoin. Juste, je suis fier de toi. Je l'ai lu 3 fois. Je ne sais pas à quoi ressemble le prochain chapitre. Je ne suis pas encore prêt à avoir les plus grandes conversations, celles qui nécessiteraient de remonter à travers des décennies de déséquilibre accumulé et de l'appeler à voix haute pour ce que c'était. Peut-être serai-je prêt pour cela un jour. Peut-être que certaines de ces conversations n'auront jamais lieu et que nous construirons quelque chose de nouveau à côté des décombres de l'ancien. Je ne sais pas. J'ai 32 ans et j'apprends pour la première fois à prendre des décisions sans calculer combien elles me coûteront en approbation. Il s'avère que c'est beaucoup plus difficile que de co-signer un prêt, mais le taux d'intérêt en est un que je peux réellement me permettre.